Bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition d'une soirée de formation continue sur la dentisterie vétérinaire. Mon nom est Hélène Perra, je suis diplômée de la faculté de médecine vétérinaire promo 99 et c'est moi qui est comme l'animatrice, la modératrice. Notre invité vedette depuis un an, ce mois-ci, on fête notre année. Ça fait un an qu'on a toutes les... Je pense on le fait à tous les mois, hein? Je pense qu'on a sauté juste un mois, ça se peut-tu? C'était mai ou c'était juin l'année passée? Ouais, je pense qu'on a sauté jusqu'à un mois. Mais en tout cas, ça fait un an qu'on organise ce type de soirée-là. Juste avant de rentrer en ondes, on disait à quel point monter là, vraiment des PowerPoint, là, si vous donnez une conférence, là, monter des PowerPoint, là, le ratio pour une heure de conférence, c'est environ 20 heures de travail. Donc, c'est pour ça, c'est moi, c'est pour ça que Josie, elle va à travers les notes souvent d'un textbook parce que c'est énormément de travail de tout monter ça, mais quand même, elle tient la route fidèle au rendez-vous les lundis soirs. Donc, merci, José. Je voulais célébrer et souligner cet événement-là. Donc, ce soir, on va parler des masses orales malignes. Le mois passé, c'était les bénignes. Et vous voyez, je dis vite, je suis dans le avec ces mots-là. Et le prochain, on l'annonce tout de suite. Alors, le prochain événement aura lieu lundi le 13, je vais juste vérifier, on se trompe pas, lundi le 13 juin et la thématique sera connaissez-vous bien votre unité dentaire. Je répète, on va parler, on va revenir, là, ça revient toujours, l'équipement de dentisterie, il y a toujours des questions. Donc, connaissez-vous bien votre unité dentaire lundi le 13 juin. Je vais envoyer un lien pour que vous puissiez vous inscrire, puis je vais le mettre aussi dans le groupe Facebook Vétérinaire du Québec. Je vous rappelle que ces formations-là que vous faites, vous pouvez les inscrire dans votre dossier de formation continue à l'OMVQ. La politique a changé, là, ça doit faire bientôt 2 ans qu'elle a changé. On n'a plus besoin de faire valider la formation d'avance. Donc, c'est laissé à votre jugement professionnel. Si vous considérez que la formation, elle vient d'un fournisseur, on peut pas dire spécialiste là, pour la dentisterie. Là, vous savez, premièrement, Josée, il reste une partie du board à compléter. Elle a passé la partie théorique, mais il reste la partie pratique à faire. Mais il y a surtout qu'au Québec, on n'a pas le droit de dire spécialiste pour la dentisterie, puis pour la cardiologie aussi. Donc, Je mais pensais que quand... cardio c'était réglé. Pardon? Je pensais Cardio, que c'est cardio fait? c'était réglé. Oui? Je pense que. Parce qu'il me semble qu'ils ont intronisé cardio et comportement en même temps, puis ils ont laissé dans Intronisé, le c'est bien, c'est le mot. Je vais vérifier. En tout cas, pour Bref. dentisterie, ce n'est pas le cas. Donc, si il y a des formations qui viennent de spécialistes et que vous ne parlez pas de produits, c'est vraiment la formation scientifique, médicale, vous pouvez la mettre dans l'enregistrer dans votre formation continue. Vous n'avez pas besoin de faire de tests, vous n'avez pas besoin d'avoir un certificat. C'est vraiment laissé à votre bon jugement. Ceci étant dit, oui, il y a quelqu'un qui dit que ça pourrait valoir la peine que les techs assistent à la prochaine. Oui, bonne idée, super bonne idée, puis ça fait longtemps qu'on les a pas invités. Ça te va-tu, Jo? Oui? Ben, en fait, c'était mon commentaire. Ah, c'était toi! Oh my god, j'en perds des bouts. Tout va bien, j'en perds des bouts. Bon, alors sans plus tarder, je vais présenter José. Là, je suis rendue, je l'appelle Joe. Alors, docteur José Marcoux, acupunctrice chez les humains avant de réorienter sa carrière et de rentrer en médecine vétérinaire. Dès son début, elle savait qu'elle allait devenir faire de la dentisterie. Donc, elle a vraiment orienté ses stages, diplômée de la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe en 2016. Elle a fait un internat, ensuite sa résidence. Elle a complété son board théorique du premier coup assez rapidement. Elle s'est jointe à l'équipe d'Yvette Mobile en novembre 2020. C'est ça? Oui. Je commence à perdre les années 2020. Moi Et aussi, ça fait pas depuis, si longtemps, mais oui. ouais, et depuis, ben, elle se promène, elle va dans les établissements, puis elle fait vos cas un petit peu plus compliqués et elle donne la formation. Fait que Josée, tu veux-tu, juste avant qu'on embarque, faire un petit topo, comment fonctionne ton service, parce qu'il y a des nouveaux noms ce soir, puis moi, pendant ce temps-là, je vais aller voir les mains levées. Bon, donc si pour une raison, vous n'avez pas le temps, un cas vous semble plus difficile que d'habitude, ou si c'est une petite chose de 2 kilos que vous ne voulez pas y toucher avec une perche, et que vous décidez que vous aurez besoin de mon aide pour faire un cas en dentisterie, la façon de faire, c'est d'envoyer une requête de consultation. J'aime ça voir mes petits patients
avant la procédure, quand on n'est pas pressé, on peut parler ensemble du bilan sanguin, de l'anesthésie, de l'estimé, etc. Donc, j'aime ça les voir, je vais les ausculter, je vais regarder dans la bouche pour essayer de faire le plan le plus précis possible et l'estimer le plus précis possible aussi. Je vous remets tout ça habituellement en personne. Là, on se garde un petit 5 minutes pour se jaser au moment de la consultation. Les consultations, c'est les vendredis. Et puis, ensuite, vous envoyez, si le client accepte la procédure, une requête de chirurgie que je fais les mardis, mercredis, jeudis. Puis là, on arrive dans votre clinique, j'ai ma tech de chirurgie, ma tech d'anesthésie, puis on prend pas mal tout en charge. Donc, à partir du moment de la prémède, le cathéter, tout ça, c'est nous qui s'en occupons. On fait notre procédure avec votre générateur à rayon X, votre table et puis votre appareil d'anesthésie. C'est à peu près tout ce dont on a besoin. Et puis, on vous remet le patient une fois qu'il est réveillé. Je fais des rapports super détaillés pour que vous ayez le moins possible à patiner avec vos clients. Et puis, on remet un rapport, encore une fois, qui peut être donné directement au client. Et puis, s'il y a une réévaluation à faire, je me déplace aussi pour la faire une semaine ou deux plus tard, là, dépendamment de ce qu'on a décidé. Puis, la réévaluation est sans frais là, si jamais c'est nécessaire. Super! Donc, on enchaîne avec le contenu de ce soir. Les masses orales malignes. Oui. Donc, je voulais faire un petit topo des 4 tumeurs les plus fréquemment vues dans la bouche qui sont malignes. Puis, si jamais on a le temps, on pourra regarder celles qui sont weird, puis qu'on voit moins souvent. Mais voilà. Donc, je voulais aussi qu'on ait une petite discussion, le biopsie versus aspiration. C'est toujours la grande question. Pour ceux que c'est leur première expérience, vous pouvez poser vos questions avec le chat, puis questions-réponses en bas. Puis si vous voulez même l'exprimer avec plus de mots, je peux même vous donner le droit de parole. Oui, si vous êtes vraiment téméraire, là, vous allez parler à haute voix. C'est jamais arrivé, je pense. Oui. On a eu celui sous les instruments. OK. Ça a été l'été passé, hein, en tout cas. Oui. Ça n'arrive pas souvent. Si vous voulez passer. Mais je n'ai pas, là. Moi, j'aime ça jaser. Moi aussi. Ça a l'air que vous, non. Mais bon, c'est pas grave. OK. Bon, ben, je vais commencer juste en jasant. Une des masses les plus malignes, pas les plus malignes, les plus fréquentes, excusez-moi, ce serait le mélanome oral chez le chien. Donc, ça représente à peu près un tiers des masses malignes qu'on voit dans la bouche. C'est souvent, la masse, ça va être pigmentée. Ça peut nous donner un indice, en fait, que c'est ça qu'on regarde. Donc, si vous avez une grosse boule noire dans la bouche, ben, ça ressemble au mélanome. Une des particularités du mélanome aussi, c'est qu'il peut provenir non seulement de la gencive, mais il est souvent à l'intérieur de la lèvre, comme sur la muqueuse alvéolaire, à l'intérieur de la joue. Et puis, parfois, on va en voir aussi dans les zones pigmentées de la langue. Donc, soit que le chien a une tache sur la langue ou les chow-chow ou quelques autres races là, qui ont des langues plus bleues ou plus noires, ils sont un petit peu plus à risque de faire des mélanomes. Pronostic de mélanome, pas super. En général, on peut aller en chirurgie avec des marges de 1 cm. Il faut par contre faire un bilan d'extension avant d'envisager la chirurgie parce que c'est une tumeur qui métastasie pas mal. Des fois, ils ne sont pas au moment du diagnostic. Dans ce temps-là, on a des chances un petit peu plus de s'en sortir, mais souvent, là, un an et demi après, on va avoir des surprises là, avec des poumons pleins de métastases. Donc, on va souvent recommander un traitement adjuvant avec. On sait que la chimio-radio, ce n'est pas vergeux pour les mélanomes. Les vaccins, on sait que c'est à peu près 50-50. On va le recommander en général là, quand si les clients peuvent se le permettre ou s'ils sont willing d'essayer ça. Il y a eu récemment un papier, je pense en 2022, on a regardé ça dans le Journal Club hier. La chimio métronomique avait eu du bon succès sur un patient qui avait vécu au-dessus de 500 jours. Fait que ça, c'est de la chimio qui est donnée en palliatif, c'est-à-dire qu'on ne donne pas des grosses doses, on a une petite dose à tous les jours. Donc, ça se donne en capsule à la maison. Là. Et puis, donc, ça peut avoir un succès là, quand les gens ne peuvent pas aller en chirurgie ou s'il y a déjà le bilan d'extension est moins bon. Donc, mon work-up de mélanome va être un petit peu plus, disons, agressif, c'est-à-dire on va aspirer les nœuds, radio-thorax, écho-abdos, idéalement, là, on va faire un plan d'extension complet parce que c'est une tumeur qui métastasie vraiment plus. Je vais regarder si j'ai des photos pas loin.
Ah, j'en ai un ici. Bon, ouais, il y a aussi celle que j'ai, évidemment, ça est un amélanotique. Fait qu'il ne faut pas oublier que c'est pas foolproof là, d'avoir quelque chose une masse qui est foncée, là, parce que de temps en temps, ça peut être un mélanome amélanotique, ça veut dire que l'air. Moi, ça, honnêtement, j'aurais probablement collé carcinome spinocellulaire si on m'avait montré ça. Mais bon, ça en est un typique qui provient de la gencive. Fait que les mélanomes ont tendance à faire ça. J'espère que j'en ai un de la lèvre parce qu'on en voit souvent. Ils ne sont pas dans l'ordre parce que c'était un PowerPoint que je m'étais fait c'était un quiz. Parce qu'il fallait que j'identifie chaque photo de chaque article. Dans le sens qu'il pouvait nous montrer n'importe quelle photo, tirer n'importe quel article des 10 dernières années, puis il fallait que je puisse coller à vue c'était quoi la tumeur. Fait que voilà. Ça aussi, plutôt amélanotique. Ça, c'est pas mal gros. Là. Je pense que José, est-ce que tu pourrais faire un zoom dessus avec en bas, là? Ouais, parce que, ouf, ouais. Ouais. Merci. Je n'en ai pas ici. Je vais aller voir si Verstraté va m'aider. C'est là un petit peu pigmenté, mais en fait, elle est dans une zone plus pigmentée là, de la bouche. Officiellement, la gencive, c'est quand même le site le plus fréquent. Fait que je vous ai dit que ça pouvait être dans la lèvre, là, mais que ça provient de entre les dents, c'est quelque chose de plus fréquent. Puis, un des petits trucs que j'utilise des fois pour différencier quelque chose que je pense qui est malin versus quelque chose que je pense qui est bénin, c'est évidemment pas à coup sûr, là, cette histoire-là, là, puis ça reste qu'avec mes yeux, je ne peux pas faire un diagnostic histologique. Mais quand une masse va traverser l'arche dentaire, c'est-à-dire que la masse est présente et au buccal, et au palatin, et au lingual des dents, en général, ça sonne plus une mauvaise nouvelle pour moi, ça, que disons, on a regardé les puffs l'autre fois, ou il y a plein d'autres petites masses dans la bouche là, qui vont vraiment être juste d'un côté. Mais quand ça traverse l'arche dentaire comme ça, là, puis ça traverse les dents en général, je vais plus penser à une tumeur maligne. OK, c'est pas mal ça pour mon mélanome. Sinon, notre prochain... Mélanome, c'est possible chez le chat, beaucoup, beaucoup plus rare. Sinon, chez le chien, notre autre... je vais garder ce... Notre deuxième meilleur vendeur chez le chien étant le carcinome spinocellulaire. Lui, beaucoup, beaucoup moins de métastases que le mélanome. C'est possible qu'il en fasse quand même, mais en général, c'est une beaucoup meilleure nouvelle d'avoir un carcinome spinocellulaire chez le chien. Ça détruit beaucoup l'os environnant, évidemment, quand on le trouve s'il est très gros. On recommande aussi 1 cm de marge en chirurgie. Par contre, on a souvent la chance d'avoir des chirurgies qui sont curatives chez le chien quand on réussit à aller chercher 9 cm. Donc, beaucoup meilleure nouvelle. Puis, le carcinome spinocellulaire, je dirais que cliniquement, comment moi je le repère, là, c'est que souvent cette apparence-là en chauffeur, puis il est comme très, très, très friable dans les tissus. Encore là, ça reste que c'est un petit peu un... On s'amuse à les deviner en les regardant, là, mais jamais que je dirais à un client que je fais mon diagnostic juste à l'œil. Mais des fois, je fais des petits paris ou des fois, avec mes collègues dentistes, on s'envoie des photos puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on pense que c'est. Le carcinome spinocellulaire, cette photo, elle est quand même très typique de ce que ça peut avoir l'air chez le chien. On a 2 autres types de carcinomes spinocellulaires chez le chien. On a une question. Oh, oui. On a une question. Pour les mélanomes, oui. Tu peux-tu nous faire un petit topo, genre la race, l'âge, les métastases, ils vont où? Oui, j'ai ça. S'il vous plaît. Avec plaisir. Ah, mais je t'en montre. J'ai dû fermer mon document parce que je l'avais tantôt. Non, don't tumors.
Vous allez voir le précieux document que je m'étais fait quand j'étudiais pour mon board. Fait que mélanome, donc c'est un des plus fréquents. Apparemment, les mâles sont un petit peu plus disposés, puis c'est vraiment une tumeur de vieux chien. Fait que 10-12 ans, j'ai vu 10-13 dans ces eaux-là, mais ça va être vraiment les plus vieux. Golden Retriever, en général, c'est des machines à tumeurs, là, Golden. Fait que oui, ça peut être vu. En général, la plupart des tumeurs malignes de bouche, j'aurais tendance à dire que je les vois plus chez les grands chiens que les petits. Les petits poodles, là, ils ont comme de la maladie parodontale épouvantable, là, mais c'est pas chez eux que je vois les tumeurs. D'habitude, c'est plus chez mes crocs. Puis bon, on a parlé de la muqueuse pigmentée. Possible sur la langue puis la muqueuse. Ah oui, c'est vrai. Les mélanomes de la lèvre peuvent avoir un meilleur pronostic que quand ils sont dans la gencive. On dirait que la partie là, tissu oraux, ou bref, des fois, pour une raison que j'ignore, dépendamment où est la tumeur, ça a un meilleur pronostic. Puis c'est ça, on avait dit là, le potentiel métastasique assez élevé. Et puis on parle, bon, donc chirurgie avec 1 cm de marge, puis le vaccin. Et puis, j'ai pas écrit où vont les mettre d'habitude, mais il me semble, ah ben oui, j'ai 65 % dans les poumons. Fait que ça va être plutôt notre radiothorax là, qui va être importante pour nos mélanomes. Bon, non, c'est très rare. Ça, c'est tous les résumés d'articles avec les stats de chacun, à savoir par cœur. OK, fait que le sprain, patient un petit peu plus jeune. Ah oui, ça, c'était pour les chats, là, on parlait, là, ceux qui ont des flea collars, je suis capable de dire en français. Les colliers à puce. Les patients plus en milieu urbain aussi, là, il y avait eu à un moment donné là, des études qui montraient ça. Je pense que ça a été un petit peu abandonné là, comme cause. Excuse-moi, j'ai pas compris. C'est quoi l'histoire avec les colliers à puce? On pense que les animaux qui portent des colliers à puce sont plus à risque de faire des carcinomes spinocellulaires. Parce qu'ils se toilettent puis ils vont comme ingérer ces médicaments-là. Même chose pour les patients en milieu urbain. On pense qu'ils ont des particules de pollution sur leur pelage puis qu'à force de se toiletter, ils vont avoir ça dans la bouche puis que ça serait cancérigène. Mais je ne sais pas si c'est encore valide, ça, comme... je ne sais pas si c'est des études récentes qui ont prouvé ça, sauf que, étant donné que c'est dans les vieilles études et que c'est transmis dans les textbooks, ben moi, il fallait que je le sache. Mais bref, on a l'impression que c'est un petit peu plus environnemental comme cancer par rapport au mélanome, par exemple, que il n'y a pas vraiment de raison. On a une question ici. Dans le cas de la condition précédente, là, mélanome, là, c'est mélanome que tu parlais de la chimiothérapie palliative, hein, c'est ça? Oui. C'est qui fait ça? Là? Est-ce que les généralistes peuvent faire ça? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est un oncologue? Comment ça marche? Clairement pas moi. Moi, tout ce qui est traitement médical des tumeurs, c'est l'oncologue là, qui prend le relais. T'sais, moi, je vais faire la chirurgie, puis après ça, c'est plus moi. Je suis une grande fan des oncologues. En fait, je vais toujours très fortement recommander qu'ils aillent parler à un oncologue, les clients, avant ou après qu'ils m'aient vu. Là. Mais il y a souvent des choses à faire. Je trouve ça triste, là, l'opinion que les clients ont de la chimio en médecine vétérinaire. Là, ils pensent que c'est comme en humaine puis qu'on va rendre leurs animaux atrocement malades. Là, fait que je ne sais pas à quel point vos patients, vous avez été exposé à des patients qui avaient eu de la chimio, là, mais bref, la plupart du temps, ils vont très, très, très bien. Donc, d'après moi, c'est l'oncologue qui va prescrire le traitement métronomique parce que je ne saurais même pas par où commencer. Et puis, d'après moi, c'est comme ça que ça va se passer. Okay. Puis tantôt, tu parlais d'une autre question, du vaccin. As-tu une idée comment ça peut coûter, ce vaccin-là? La dernière fois que j'ai checké, c'était quelque chose comme 3 000 $. Mais c'est vague, là, puis ça fait un moment.
3000. Oui, parce que à la fac, nos chirurgies étaient à peu près ça, puis le vaccin était à peu près ça, puis on se disait, idéalement, il faut faire les deux, mais là, ça doublait la facture. Hein. Fait que, puis on sait que, ou en tout cas, d'après les études, c'était 50-50, là, les taux de succès. Il y a des animaux qui répondent super, super bien, puis il y a des animaux que ça ne fait rien du tout. Fait que peut-être qu'on manque encore de marqueurs là, pour pouvoir prédire quels patients vont bien ou pas, là, mais Donc, le meilleur pronostic, c'est avec la chirurgie? Oui. C'est sûr, la chirurgienne va dire chirurgie, mais normalement, ça serait ça, oui. Si on peut le couper, on le coupe. Souvent, le problème avec les masses orales, c'est que par le temps que le client l'a vu, puis qu'il consulte, c'est rendu vraiment gros. Fait que ça m'arrive, moi, de voir quelque chose. J'en ai eu un récemment sur un Shih Tzu. Je pense que la masse, ça faisait 3 cm, puis c'était au palais. Tu sais, 3 cm au palais d'un Shih Tzu, c'est son palais au complet, là. Puis, tu sais, s'il fallait aller en maxillectomie, je veux dire, j'y enlève comme le support pour ses yeux, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de nez, ce chien-là. Fait que, tu sais, lui, c'était juste comme chirurgie, vraiment pas une option, là. Donc, même chose, on parle souvent des tumeurs caudales dans la bouche. Ah oui, c'est ça. Pendant longtemps, on disait que les tumeurs caudales dans la bouche avaient un moins bon pronostic. Puis il y a comme eu une confusion à savoir si c'était le comportement biologique de la tumeur, mais on a fini par être assez d'accord dans les études pour dire que c'est probablement plus parce que, ces tumeurs-là sont moins vite remarquées. Fait que par le temps que l'animal est présenté, sont déjà plus grosses, ont eu plus de temps pour métastasie. Puis deuxièmement, la chirurgie est plus compliquée pour aller enlever une masse caudalement. On a l'artère maxillaire, l'artère mandibulaire, le fond de la bouche, la langue. Fait que c'est plus difficile d'avoir des marges. Fait que tu as plus de chances de te retrouver avec un dirty margin. Puis encore une fois, le pronostic devient moins bon dans ces cas-là. Donc, c'est pas nécessairement parce que la tumeur caudale est plus agressive, c'est plus parce que les facteurs concomitants de la tumeur caudale dans la bouche offrent un moins bon pronostic. C'est pas tous les clients non plus qui sont willing d'aller... Il y a une grosse différence entre une mandibulectomie totale parce que c'est loin en arrière versus une petite rostrale, là, ou encore plus une orbitectomie quand on est au maxillaire. Là. Fait que c'est sûr, ces patients-là peuvent survivre moins longtemps si les gens ne veulent pas aller en chirurgie. Mais que ce soit un mélanome ou une autre tumeur caudale dans la bouche, c'est pas parce qu'ils sont plus agressifs, parce qu'ils sont en arrière, c'est juste parce que tout est plus difficile quand ils sont en arrière. On revient à notre carcinome spinocellulaire. Oui, on n'a pas d'autres questions. Fait que tumeur de patients un petit peu plus jeunes. Les risques de métastase beaucoup plus bas. Fait qu'on a des chances d'être curatif avec notre chirurgie. Puis là, on regarde ici là, les temps de survie de 1 an, là, c'est autour de 85 fait que ça va bien. On a beaucoup de patients qui survivent longtemps et qui peuvent même vivre, pas pour toujours, mais ils vont mourir de d'autres choses. On a 2 sous-types de carcinome spinocellulaire chez le chien. On a le tonsillaire, celui qui est sur les amygdales, et on a le papillaire, qui peut être un petit peu n'importe où. Fait que le tonsillaire, en général, reconnu pour avoir un pronostic beaucoup moins bon. Encore une fois, est-ce que c'est parce qu'il est déjà dans un organe lymphatique et puis il y a plus de chances de faire des métastases? On pense que c'est ça. Personnellement, j'ai un petit peu des doutes que c'est un petit peu la même catégorie, c'est que pour que l'animal soit présenté pour un carcinome spinocellulaire tonsillaire, pour qu'il y ait des symptômes de ça, c'est qu'il y a de la misère à déglutir. Laissez-moi vous dire que la tumeur est rendue grosse avant que le client remarque ça, parce que c'est tellement loin dans la bouche, là, le seul temps qu'on peut voir ça, c'est avec un laryngoscope. Ça m'est arrivé d'en trouver un fortuitement. Le chien venait pour d'autres choses, il venait pour une dent cassée, puis l'anesthésie vient me voir, puis il me dit il y a une masse sur les tonsilles. Puis c'était effectivement un carcinome spinocellulaire tonsillaire. Il a été en chirurgie, malgré le pronostic qui est supposément moins bon. Puis avec la chino, ce patient-là a vécu comme, je pense, 3 ans. Elle est morte de vieillesse. En fait, elle est morte de d'autres choses, la chienne. Donc, je ne sais pas si le pronostic est aussi merdique qu'on pense. Mais bref, une autre raison pour laquelle j'examine toujours mes amygdales quand je fais mon examen complet de bouche quand mon patient est sous anesthésie. Parce que si j'en pogne une puis qu'elle est grosse comme un petit pois vert, mais peut-être qu'on a des chances de sauver ce patient-là. Puis oui, ça va vous arriver une fois dans votre carrière, mais bref, vous allez avoir sauvé un patient avec un geste très simple. Donc, on regarde toujours nos amygdales. S'il y en a qui nous semblent weird, on prend une biopsie. Genre, j'ai des photos de ça. Carcinome spinocellulaire, tonsillaire. Mais bref, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ça a un pronostic beaucoup moins bon. En théorie, plus de chances de faire des mets, puis le temps de survie est moins bon.
sa chirurgie quand même pas si pire parce que si on est capable d'extérioriser la tonsille, là, il n'y a comme pas grand-chose de dangereux là, même si c'est un peu contre-intuitif de vouloir aller couper dans le fond de la gorge, là, mais la chirurgie se fait quand même pas si pire bien. Fait qu'on va quand même considérer chirurgie, mais lui, ça va être chimio également. Et puis, le dernier, c'est notre papillaire. Il va avoir une apparence visuellement très semblable à la photo que je vous ai montrée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le différencier du tout. La particularité, c'est qu'il est souvent chez les patients beaucoup plus jeunes. C'est possible chez les vieux chiens, mais celui-là en particulier est possible chez les chiens. Je pense que ça a été vu chez des patients de moins 2 à 5 mois, là, fait des puppies carrément. Et cette tumeur-là n'est pas connue pour faire des métastases. Donc, ça tombe un petit peu comme nos tumeurs bénignes qu'on a vues la dernière fois, là, les carcinomes, pas les carcinomes, c'est les canine acanthomatous ameloblastoma, les améloblastomes acanthomateux, détruisent énormément l'os, donc il faut les couper pour cette raison, mais potentiel de métastase étant nul. Fait que super bonne nouvelle pour le client. Si on peut aller en chirurgie, ça va être curatif avec des matchs saines. Fait que, typique là, donc des plus jeunes patients. Mais ça peut arriver chez un vieux patient. Fait que si ça vous pop dans votre rapport d'histo, carcinome spinocellulaire papillaire, ben c'est une meilleure nouvelle pour votre patient. Je vais aller trouver des photos. Ici. Bon, ça c'est verstraté. Fait que ça en est un là, des amygdales. Fait qu'on a une amygdale, l'autre est à l'intérieur de sa crypte, cette amygdale-là bien joyeuse, celle-là est extériorisée, potentiellement là, qui est ferme. Ça, ce serait quelque chose qu'on peut aller biopsier. Donc, ça, c'est notre papillaire chez un jeune chien. En fait, il a une apparence très similaire à l'autre. Il traverse l'arche, il a l'air un petit peu en chou-fleur, un petit peu friable. Mais on peut voir aussi sur la radio là, que les canaux pulpaires sont un petit peu plus grands. Fait que ça, c'était un jeune chien. Pronostic excellent. Puis les chats, on va en parler tout de suite après. Juste voir c'est quoi la prochaine photo. Ah oui, les chats. Ben, chez les chats, le carcinome spinocellulaire, c'est la tumeur orale la plus fréquente et de loin. En fait, en général, aussitôt que je vois une tumeur dans une bouche de chat, je me dis que c'est un carcinome spinocellulaire jusqu'à preuve du contraire. C'est un gros 70% de toutes les biopsies qui sont prises dans des bouches de chat sont des squames. Donc, en général, il va avoir une apparence typique causer énormément de lies osseuses, comme dans l'image ici. Ce qui est étonnant avec lui, c'est que j'ai déjà vu des ostéomyélites qui ressemblaient de très près à des carcinomes spinocellulaires. Donc, ça vaut quand même la peine de biopsier parce que ça m'est arrivé, même moi, de me tromper. Ben, même moi, c'est pas comme si j'étais une super héroïne, là. Mais ça m'est arrivé, puis même quand j'étais encore à la fac, puis on était 3 à avoir vu la radio, puis on était 3 à être certains que c'était une tumeur, puis que finalement, ça nous donne ostéomyélite, puis qu'un mois plus tard, on voit le chat en réval avec ses antibiotiques, puis ça allait super bien, là. Donc, si vous voyez la lyse osseuse chez un chat, ça vaut la peine de prendre une biopsie parce que autant l'ostéomyélite a un pronostic excellent en retirant les dents puis en mettant des antibiotiques, puis autant le carcinome spinocellulaire a un pronostic vraiment mauvais chez le chat. Fait que la biopsie vaut la peine là, parce qu'on a vraiment un outcome qui est très, très différent d'un patient à l'autre. L'autre apparence typique du carcinome spinocellulaire chez le chat, c'est sous la langue. Fait qu'on arrive avec un patient qui a à mobiliser sa langue. Carcinome spinocellulaire, encore une fois, jusqu'à preuve du contraire. Récemment, il y a eu quelques études qui sont sorties. Avant, on disait qu'il n'y avait rien à faire chez ces patients-là. Récemment, on a commencé à faire des mandibulectomies, maxillectomies chez les chats aussi. Parce qu'avant, on disait que c'était pas toléré, que les chats mangeaient plus, suite à ça. En fait, les chats ont tendance à pas manger ou à plus jamais manger par la bouche pour des chirurgies maxillofaciales extensives, comme des 3/4 de mandibule enlevées,
ou tu sais, vraiment des chirurgies plus grandes quand on regarde la littérature. Donc, disons, pendant 20 ans, on disait que les chats mangeaient plus si on leur faisait une mandibulectomie. Fait que plus personne n'a fait de mandibulectomie chez les chats. Fait on pensait que les pronostics de toutes les tumeurs étaient mauvais parce que personne n'osait les couper. Dans les dernières années, on a comme dit, ben, on a de la meilleure analgésie, on a des tubes à tous ces patients-là, on va essayer de faire des mandibulectomies chez les chats. Et on s'est rendu compte que chez les mandibulectomies, c'est pas trop grosses, là, la plupart des patients reviennent à manger très bien, puis qu'on a des pronostics un petit peu meilleurs. Donc, avant, j'avais aucune idée quel était le pronostic d'un carcinome spinocellulaire qui irait en chirurgie chez les chats. Maintenant, on en a. C'est quand même pas super glorieux, c'est à peu près 6 mois à 1 an. On a tendance à avoir des récurrences de ça parce qu'un chat, c'est quand même petit et on a de la misère à avoir des marges. Encore une fois, si c'est une masse à la base de la langue, ben là, c'est impossible d'avoir une marge. On ne peut pas enlever une langue chez un chat. Imaginez, là, si j'essaie d'avoir 1 centimètre là-dessus, je veux dire, il n'y a plus de plancher de la bouche, là, ce patient-là. En dessous de la langue, ça ne s'opère pas. Dans le mandibule, encore une fois, ou maxillaire, ça peut être possible, mais n'empêche que des marges d'1 centimètre chez un chat, ça va vraiment vite. Fait que si on le pogne tôt, ça peut valoir la peine d'aller en chirurgie, puis la plupart du temps, mais ça va être palliatif, antidouleur, puis on prépare les clients que le chat va mal aller. En humaine, le carcinome spinocellulaire oral est considéré comme une des tumeurs les plus douloureuses. Donc, j'ai tendance à mettre de l'analgésie vraiment agressive chez mes chats. Si les clients, à partir du moment de la biopsie, là, je pense que le taux de survie est connu comme étant 33 jours. Puis les mètres ne sont pas le problème, c'est vraiment le confort du patient qui est l'enjeu principal. Donc, si les clients, soit en attendant le résultat de biopsie ou si les clients veulent garder l'animal un petit peu plus longtemps, analgésie, là, on envoie tout ce qu'on a. Métacam, même si rénal, on s'en fout. De toute façon, il reste un mois à vivre, c'est pas vraiment grave. Gabapentin, Bupré, go. J'ai eu un cas qui a été suivi en onco. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a eu, mais on a eu un gros 6 mois de bon confort. Donc, peut-être que ça vaut la peine de les envoyer voir votre oncologue préféré. Peut-être qu'ils ont des choses à offrir. Là, que, encore une fois, moi, le traitement médical, je ne touche pas à ça. Là. Mais si on a des clients motivés, ça vaut toujours la peine une consulte chez l'onco. Ça ne coûte pas une fortune, puis si on peut avoir des avenues. Là. Mais j'ai déjà eu une bonne expérience avec un traitement médical chez un chat. C'était au maxillaire, par contre. J'ai tendance à penser, c'est basé sur mon expérience, là, fait que c'est pas peut-être le conseil le plus valide ever, là, mais il semblerait que les carcinomes spinocellulaires au maxillaire, les chats semblent avoir une meilleure fonction plus longtemps que quand c'est au mandibule. Ils ont l'air vraiment débilités quand c'est au mandibule. Potentiellement que les maxillaires, on est capable de leur offrir un petit peu de confort un petit peu plus longtemps. Question? Pas de question pour le moment. Ah, attends. Oui, un instant. Si on veut essayer un antibiotique sans que le client fasse une biopsie, ce serait lequel le choix le plus judicieux pour une ostéomyélite? En général, je suis encore une bonne fan de la Clinda à 11 mg kg BID. Donc, je répète lentement, Clinda, 11 mg kg BID. Pour une ostéomyélite, on donne encore, c'est un gros 6 semaines. Si c'est vraiment une ostéomyélite, il faut quand même considérer qu'il faut enlever les dents qui sont infectées dans notre site d'ostéomyélite. Fait que le traitement médical seulement ne sera pas suffisant. Mais encore une fois, mettons, le client ne veut pas aller en chirurgie puis on veut juste voir si c'est une tumeur en ostéomyélite, ça serait probablement mon choix. Mon choix, c'est Clinda pour avoir parlé à plein de collègues puis qu'on donne tous la Clinda. Quand je cherche une étude pour valider ça, il n'y en a pas. Fait que c'est comme complètement empirique, mais ça semble fonctionner. On a un commentaire ici de Dr. Style. CBD is good pour la gestion de la douleur avec with oral. Je pense que c'est sous-lingual avec un combo avec d'autres antidouleurs. C'est vrai, je n'ai jamais essayé ça, mais pour les. Attends, j'avais vu un article là-dessus sur le CBD puis le Squame. J'ai vu ça passer. C'était au tout début de la mode du CBD. Là. Faudrait que je le ressorte. J'ai ça quelque part. On pourrait le mettre en référence. Je me prends une note. On pourrait essayer de ça.
semble que c'était dans notre journal club, mais ça fait longtemps déjà. Parce que là, tu sais, les CBD, avez-vous une dose? Parce que moi aussi, c'est encore notre problème, on n'a pas encore de dose, il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet. Ça semble super prometteur, là. Le CBD, c'est les dérivés de cannabinoïdes. Le pot. Mais il y a aux États-Unis, je pense que c'est là qu'il y a eu le plus d'études, là, en ce que j'ai pu lire. Il y a une compagnie qui s'appelle, c'est quoi, VetL? VetL, c'est tout ça? Puis eux ont fait avec Cornell des études vraiment. Louis-Philippe Delorimier en parlait récemment, c'est tout ça? Vet Science. Je le mettrai le lien. Ça, c'est eux. Je pense pas qu'on peut l'importer au Canada, mais eux ont des études vraiment là. C'est des vraies études scientifiques qui ont été faites par Cornell sur la gestion de la douleur. Mais là, je me souviens plus si c'était en dentisterie, par exemple. Ouais, pourquoi ça marcherait pas, tu sais. Si c'est bon pour les douleurs de hanche. Ah, là, je vois Enid qui écrit. Enid a dit de partir à 0,2 mg kilo bid pour commencer, puis tu peux aller à des doses plus élevées, puis d'augmenter tranquillement. Cool! Est-ce que ça clôt le sujet pour le carcinome? Je vais juste aller vérifier ici. Est-ce que j'ai des questions? Oui, c'est beau. Pour l'instant, je crois que... Oui, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions ni commentaires. Bon. Fait que notre dernier, c'est pas vrai, avant-dernier plus gros vendeur chez le chien, encore une fois. Chez le chat, là, c'est haut la main le carcinome spinocellulaire, mais chez le chien, on a encore le fibrosarcome, là, qui est comme un bon 20 de nos tumeurs malignes là, dans la bouche. Fait que fibrosarcome, encore une fois, on voit bien sur cette image-là là, que la masse a fait les deux côtés de l'arche dentaire. Fait que ça, quand je vois ça dans un patient, là, à l'examen réveillé, là, déjà, je me dis... Tu pourrais-tu avec ton petit curseur en haut? Ouais, juste un peu. Ouais, parce que c'était vraiment petit. Merci. Okay. Fait que ça, on voit là qu'il est des deux côtés des dents. Je m'excuse, je sais, je suis pas là. J'ai de la misère à m'orienter pour te dire. Ah, OK. Fait que ça, c'est un palais. Fait qu'on est au maxillaire. Fait que ça serait caudal parce qu'on a notre dernière molaire, notre PM4, puis rostral serait ici. Là. Okay. On a le chien qui ouvre la gueule, puis on a un close-up. Ici, ça serait sa joue. Ça, ici, son petit palais. Palais mou, le fond de le pharynx serait ici. Fait qu'on a notre tumeur qui a traversé l'arche. Fait que déjà, je sais peut-être pas c'est quoi, mais ça m'augure que c'est des mauvaises nouvelles. C'est quand même une belle image de fibrosarcome parce qu'il a tendance à être plus rond. Puis souvent, il va être plus ferme à la palpation. J'en ai quand même vu de toutes les couleurs. Là. Fait que ça, c'est quand même bien typique. La mauvaise nouvelle pour nos fibrosarcomes, c'est qu'ils infiltrent les tissus beaucoup plus que nos deux autres amis précédents. Donc, on va recommander des marges de 2 cm. Fait que déjà là, 2 cm dans la bouche, ça va vite. Et puis, malgré les marges de 2 cm, notre taux de récurrence est d'à peu près 50 %. Donc, l'enjeu pour le mélanome, c'est nos METs. L'enjeu pour nos fibrosarcomes, c'est la récurrence de la tumeur. Puis récurrence en combien de temps? De mémoire, je vais l'avoir dans mon autre petit Word, là, mais c'est quelque chose comme 1 an. Ils sont à peu près toutes là, comme 1 an, 1 an et demi. FibroSarc. Ils disent ici, tu vois, le one-year survival rate, c'est 50 %. Pas vergeux, notre fibrosarcome. Si j'avais à choisir un pour mon chien, je choisirais le carcinome spinocellulaire. Papillaire, encore mieux. Disons les autres chirurgies. La radiothérapie est peut-être une option en plus de la chirurgie pour le fibrosarcome. Ça a été montré. Certaines études ont montré un bon, en tout cas, un allongement du survival, mais tu sais, ça reste que c'est maximum 2 ans. Là.
Et puis, notre âge typique, 8 ans, 7 à 9, un petit peu plus jeune. Fait que on a notre mélanome qui est vraiment chez nos petits vieux, notre carcinome spinocellulaire qui est comme un peu tout, puis notre fibrosarcome qui est comme chez les middle-aged. Golden Retriever, Lab, puis Berger allemand sont surreprésentés. Et puis, encore une fois, c'est ce que je disais, là, on dirait que c'est les grands chiens qui ont plus de tumeurs que les petits, je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je vois. Ah oui, puis la photo que je vous ai montrée, là, ou que je vous montre encore, je pense, parce que je suis dans une autre fenêtre, mais ça semble être assez typique, centré sur la PM4 ou dans ces eaux-là. Là. Fait que le maxillaire caudal semble être un site privilégié, ce qui est encore plus une mauvaise nouvelle considérant qu'il faut aller chercher 2 cm. Donc, ça peut finir en orbitectomie, ces choses-là. Si jamais vous en avez un, ça me fait un plaisir de le référer à quelqu'un d'autre parce que je ne fais plus d'orbitectomie. Mais on pourra gérer les attentes là, des gens ensemble avec plaisir. Bon. Il y a aussi un sous-type chez le fibrosarcome chez le chien. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un high-low. Attendez, je vais vous mettre l'autre image. OK. Fait que c'est notre canine biologically high grade, histologically low grade fibrosarc. Donc, on a un grade élevé biologique. C'est-à-dire, ce qui est typique, c'est que vous recevez un Golden Retriever pas trop vieux, comme 4-5 ans, qui a une masse dans la bouche. Vous prenez une biopsie, ça vous revient histologically low grade, c'est-à-dire ça vous revient fibrome, pas de signes à l'histo de malignité. Ça vous revient quelque chose de complètement bénin. Par le temps que vous avez reçu l'histo, ça fait 10 jours, vous voyez votre patient en réval, la masse a triplé de volume en une semaine. Faites comme voyons. Ça, c'est typique du fibrosarcome high-low. Et il faut aller en chirurgie avec 2 cm de marge pour régler cette tumeur-là, même si notre histo elle a tendance à nous dire que c'est peu malin ou même pas malin. C'est vraiment un... C'est rapporté, c'est pas fréquent, dans le sens où on ne verrait pas un par semaine, là, mais c'est typique de cette tumeur-là. Fait que c'est quelque chose qu'il faut nous mettre une puce à l'oreille. Si vous prenez une biopsie, ça va bien de quoi de super bénin, puis que cliniquement, votre animal va vraiment pas bien, puis la masse est 4 fois plus ulcérée. Puis quand je dis en une semaine qu'elle a triplé de volume, je ne viens pas, là. Ça va vite, puis c'est surprenant. J'en ai eu, là, puis c'est ça. Ça marque. Donc, ça n'est un ou ce qui est un petit peu... c'est une tumeur qui a tendance à être un petit peu, comment on dirait ça, sournoise. Fait que c'est le fibrosarc high-low, parce que high, biologiquement, il se comporte comme quelque chose de très agressif, puis histologiquement, comme quelque chose de très peu agressif. L'apparence est quand même typique, là, c'est un petit peu la même chose. Là, ça a l'air d'une grosse masse qui traverse l'arche, puis qui est un peu ferme. Dans certains cas, là, des fois, ça peut être nous, mais... Le pronostic, par contre, n'est pas pire pour ces tumeurs-là que les autres. Mais ça reste quand même que c'est pas super, là, mais c'est pas pire pour eux. Chez les chats, c'est possible aussi. Ça serait comme notre deuxième meilleur vendeur, mais pour vrai, j'en ai jamais vu. Je vois que des carcinomes spinocellulaires. Puis mon dernier dont j'aurais envie de vous parler, c'est l'ostéosarcome. Parce que j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus. Puis dans les études, il commence à se démarquer là, comme étant le 4e plus fréquent. Puis il commence à prendre la place. Là, il a pris du marché. Puis qu'est-ce qui est intéressant avec l'ostéosarcome, c'est que pour une raison, encore une fois, un peu mystérieuse, ça a probablement un rapport avec l'embryologie, là, mais il y a un pronostic qui est différent du squelette axial. C'est-à-dire que ce n'est pas le même pronostic du tout que notre épaule et notre genou. Là. Donc, ça va être typique les ostéosarcomes au niveau du mandibule. Ça va ressembler souvent à une masse osseuse, puis à la radio, là, vous allez voir un beau trou dans votre mandibule. Mais le pronostic est légèrement meilleur que nos patients qui ont ça dans les pattes.
On va quand même, je dis légèrement meilleur parce que c'est pas dur à battre un pronostic d'ostéosarcome de Pâques. On sait que c'est assez mauvais en général. On va toujours recommander quand même la chimio, même si ces patients-là vont en chirurgie, parce que le potentiel métastasique est là, est réel. Là. On est capable d'avoir 6 mois jusqu'à 1 an et demi. Là. Ça dépendait des patients. On n'a pas, encore une fois, toutes nos tumeurs en médecine vétérinaire, là, on n'a pas des belles cohortes avec 3000 patients pour nous dire des temps de survie. Là. On a des études, s'il y a 30 patients, c'est déjà comme une grosse étude. Là, fait que pour les temps de survie, ça reste très variable. Mais bref, potentiellement que les ostéosarcomes du mandibule ont des meilleurs pronostics. Je vais essayer de vous trouver des images. Ça, c'était notre fibro. Ah, ben nos ostéosarcomes, on a des CT pour montrer à quel point ça l'envahit. Puis lui, bon, ça va être au maxillaire. Moi, tout ce que j'ai vu était au mandibule. Ouais, le coronoïde, ou je ne sais pas si lui est pris au maxillaire sur le coronoïde, mais c'est toujours possible. Ça, en fait, je pense que c'est un MLO. Bon, je ne sais pas comment faire. Ah oui, c'est ici le petit banc. J'essaie d'avoir les notes. Oui, c'est ça. Ça, c'est un MLO, fait qu'oubliez ça. Celui-là, le petit popcorn là, au City, là, ça, c'est un multilobular osteosarcoma of bone. Ou bref, il a changé de nom à peu près 14 fois. Là. C'est super rare. Si jamais vous envoyez un, on s'en jasera, là, mais sinon. Non, sinon, je vais aller dans mon super PowerPoint. Je pense que j'ai encore quelques photos. Si on prend ça, oups, là, excusez, du début. Ostéosarcome, donc on peut avoir l'air d'une bosse. En général, ça va être très mou à la palpation parce que c'est tout l'os est bien lisé, là. Puis bon, vous allez voir encore une fois à votre radio, là, ça va faire des choses assez spectaculaires au niveau de l'os. Donc, ça en est un autre là, qui n'est pas très beau. Bon, ça, c'est une horreur. Ostéosarcome. Ils ont tendance, les ostéosarcomes, vu qu'ils commencent dans l'os, on dirait que les tissus sont souvent visibles comme un petit peu plus tard. Fait qu'on dirait qu'ils ont l'air de rien. Puis quand tu prends ta radio, c'est comme, oh my God, OK, il n'y a plus de face. Ce serait comme mon... C'est ça, des fois, qui me fait suspecter un ostéosarcome. C'est que la clinique a l'air pas si pire, puis à la radio, j'ai comme de la destruction osseuse surprenante. Là. C'était notre papillière de tantôt. Ça aussi, carcinome spinocellulaire, c'est un papillière, mais il ressemble beaucoup à l'autre, c'est-à-dire petit chou-fleur. Il a l'air très, très friable. C'est quand même très typique comme apparence. Bon, chez le chat, hein, ça prend toutes sortes d'apparences, des carcinomes spinocellulaires. Des fois, ça fait des masses, des fois, ça fait des lises. Puis c'est typique que ça, il n'y a pas de photo ici, là, mais en dessous de la langue, c'est le typique. Ouais, ça, moi, je pense que je m'étais mis autant de photos du carcinome spinocellulaire chez le chat pour montrer que, justement, ça prend vraiment des diverses formes. Là. Fait qu'aussitôt qu'il y a une masse dans la bouche, là, c'est pour un chat, moi, je biopsie parce que c'est trop... c'est tellement fréquent. Bon, on a fait les tours de mes super photos. Bon, maintenant, comment on diagnostique ça? Est-ce qu'on peut l'aspirer ou doit-on aller en biopsie? Ça, c'est la question à 100 $. Il y a un papier qui est sorti il y a quelques années, puis j'ai eu la chance de participer au Journal Club de pathocliniques qui ont détecté des choses dans l'article que moi, je n'aurais pas su si, en tant que chirurgienne, là, ça a été vraiment le fun de voir les subtilités.
Donc, eux, dans leur article, ils décrétaient qu'ils avaient fait en parallèle des cytologies et des biopsies sur des masses orales, que leur taux de succès avec la cytologie était de 92 et que donc, à partir de maintenant, on pouvait aspirer les masses orales. Donc, on n'était plus obligé d'aller en biopsie, de mettre le patient sous anesthésie. Mais quand on lit l'article plus attentivement, leur 92 de succès, premièrement, ça, c'était sur les échantillons qu'il y avait eu qui étaient diagnostiques. Donc, ils ont comme sorti de leur étude toutes les fois qu'ils ont aspiré et que ce n'était pas diagnostic ou, en fait, qu'ils n'ont pas réussi à aspirer. Et puis, pour avoir moi-même, je m'étais beaucoup intéressée à cet article-là, puis Pathocline aussi. Pendant toute la dernière année de ma résidence, je faisais des aspirations de toutes mes biopsies on the side. Chaque fois que j'envoyais une biopsie, je l'aspirais cliniquement, puis il m'interprétait ma cyto pour voir on the side là, si on arrivait à quelque chose. Et puis, mon expérience, c'est que les tumeurs odontogènes, fait que nos carcinomes voyons, j'aurais pas dire carcinome à place de CA, je vous mélange. Nos améloblastomes acanthomateux, qui est notre tumeur odontogène qui métastasie jamais. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais réussi à en faire exfolier une. Puis la pathologie, ça disait, moi, j'en ai jamais vu une sur une lame. Donc, ça n'exfolie pas. Nos POF, qu'on a parlé la dernière fois aussi, que c'était des masses fibreuses, des fois un petit peu ossifiées, qui poussent aussi en chou-fleur. Ça non plus, on dit c'est une masse fibreuse. Fait que tout le tissu, là, c'est pas la fibrine, mon Dieu, moi aussi, je perds mes mots à 8 heures le soir. Les fibroblastes, ils font du collagène. Toute cette matrice extracellulaire-là, justement, il n'y a pas de cellules, ça n'exfolie pas. Et puis, tout ce qui est nos petites bosses sur les gencives, l'hyperplasie gingivale et autres masses dans ce genre, n'exfolie pas non plus. Donc, je ne peux pas vous dire, à chaque fois que vous avez une masse dans la bouche, c'est une bonne idée de l'aspirer parce qu'il y a une grande proportion, c'est quand même des masses qui sont fréquentes, là, les POF et les CAA. Donc, vous allez avoir une grande proportion d'échantillons qui ne seront pas diagnostiques. Par contre, quand on tombe dans carcinome spinocellulaire, mélanome, fibrosarcome, ça a l'air d'exfolier vraiment mal, mais l'ostéosarcome, d'habitude, il était capable de les nommer. Par contre, quand on lisait aussi l'article de son 92 là, ce qu'eux appelaient un succès, c'était qu'ils avaient identifié la bonne lignée cellulaire. Donc, tumeur des cellules rondes, puis eux autres, pour mélanome, ça veut dire la même affaire. Mais n'empêche que si tu as une cyto, puis ils te reviennent tumeur des cellules rondes, on ne sait pas si c'est un lymphome ou un mélanome ou un masto, ben, ça nous aide-tu vraiment tant que ça? Donc, ce que moi je fais, je biopsie encore. Ça va être ma principale recommandation d'aller en biopsie si les gens veulent avoir une réponse plus certaine à ce qu'ils veulent. Si les clients pensent aller en chirurgie, c'est clair que je veux un diagnostic avant parce que je vous ai expliqué que les marges vont varier beaucoup entre mon fibrosarcome, mon carcinome spinocellulaire ou mon CAA, qui peuvent tous avoir des apparences similaires parfois. Donc, CAA, je pense à 0,5 cm, puis fibrosarcome, 2 cm. Fait que, je ne me lancerai jamais dans une mandibulectomie si je ne sais pas dans quoi je m'embarque et combien il faut que je prenne. Donc, si les clients pensent poursuivre, on recommande la biopsie. Et puis, par contre, si on a un client qui ne veut pas poursuivre et qu'on veut juste essayer, pas cher, d'avoir une réponse, ben pourquoi pas l'essayer parce qu'il y a quand même une aspiration. On peut souvent le faire avec un patient réveillé. Et puis, au pire, si on ne voit pas de cellules sur notre lame, ben, on a chargé une prise, puis ça a coûté, je ne sais pas, 100 $, 200 $, mais c'est quand même pas très dispendieux. À l'inverse, les carcinomes spinocellulaires semblent exfolier extrêmement bien et se diagnostiquent souvent. Donc, si on suspecte un carcinome spinocellulaire puis que les clients n'ont pas les sous d'aller en biopsie, de l'aspirer, c'est une bonne idée. Fait que pour cette raison-là, je ne peux pas vous dire aspirer toutes vos masses, ça va bien aller parce que vous aspirez vos POF, vous n'aurez jamais de réponse, vos CA, vous n'aurez jamais de réponse, puis il y en a d'autres que vous allez peut-être avoir une réponse un peu vague. Mais pour un patient qui c'est en dernier recours ou si vous suspectez un carcinome spinocellulaire, ça peut être une bonne façon, pas chère, pas invasive, d'avoir une réponse. L'autre affaire, c'est qu'il y a encore beaucoup de tumeurs qui ressemblent à des ostéomyélites. Comme j'ai dit, le carcinome spinocellulaire, entre autres, l'ostéosarcome parfois. Donc, c'est sûr que plus que vous donnez de cellules et d'architecture à votre pathologiste, plus il va être capable de faire votre différence et qu'il ne vous enverra pas une réponse de non-diagnostic parce que je ne suis pas sûre. Hein. Fait que je sais que pour eux, il y a énormément d'atypie et de nécrose dans les carcinomes spinocellulaires, mais qui sont souvent surinfectés, fait qu'ils voient des bactéries aussi.
Donc, bref, si on passe à la chirurgie, là, c'est biopsie all the way. Tes meilleurs trucs de biopsie. Ah, Comment faire une bonne biopsie? Oui. J'adore les punches à biopsie. Fait que si la tumeur est assez grosse, en général, c'est ça que je vais utiliser. Je vais choisir mon diamètre en fonction de la grosseur de la masse et de la grosseur du chien. Faut savoir que quand on prend une biopsie, refermer ça, c'est tout le temps difficile. Donc, c'est friable. Fait que des fois, je vais faire un petit point en X pour que le caillot tienne, puis ça va être comme le maximum. Si je suis capable de refermer, tant mieux. Mais des fois, ça va être pression manuelle pendant 2 minutes, puis on réveille. Là. Fait qu'en général, j'avise des clients, etc. Ça saigne après. Mon punch à biopsie est mon grand ami. S'il y a une dent impliquée dans la lésion, ça peut être une bonne idée d'aller chercher la dent puis d'aller chercher en profondeur du tissu osseux. Si, pour une raison quelconque, le punch ne marche pas, vous n'êtes pas à l'aise ou c'est creux, mon autre meilleur ami, c'est le rongeur. Parce que vu que c'est comme 2 petites cuillères, on peut prendre un bout qu'on coupe puis on n'a pas écrasé les tissus à l'intérieur. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais facilement mettre dans une cassette. Fait que je dirais que c'est pas mal mes 2 outils que je vais sortir le plus souvent, le punch à biopsie puis le rongeur quand je veux aller avoir une lésion. L'histoire d'être en marge de la masse, là, ça c'est peut-être pour dermato, je ne sais pas trop, mais dans la bouche, on oublie ça, là, ça ne sert à rien. Vous allez trouver un tissu qui vous semble représentatif. On essaie de ne pas aller en plein centre pour ne pas pogner toute la nécrose, là, mais il n'y a pas de raison d'aller prendre un bout de palais ou un bout de gencive qui vous semble sain, là. Essayez que tout votre échantillon soit de la tumeur, puis autant possible pas liquéfié en nécrose. Quel diamètre de punch à biopsie? Là, tu peux te donner des exemples si ça varie selon la masse? Je vais y aller avec ce que je pense que je peux refermer. C'est-à-dire, si j'ai une super grosse masse, comme on a vu tantôt les gros labradors là, qui ont une masse qui prend déjà 3-4 dents, ben ça se peut que je prenne un 4 mm ou un 6 mm puisque je vais me gâter. Surtout que les fibrosarcomes sont un petit peu plus fermes, fait que c'est un petit peu moins problématique. Dernièrement, justement, le shih-tzu qui avait carcinome spinocellulaire, lui, c'était tellement friable. Puis, je ne voulais pas y passer bord en bord du palais. Là, fait que là, j'ai pris quoi de beaucoup plus petit. Là, j'ai pris mon 2 mm, j'ai fait ma carotte, puis j'étais allée couper pour aller reprendre. Fait que ça va vraiment, c'est un peu au feeling, je suis désolée. Là. Ça va dépendre de mon tissu, à quel point il a l'air pas beau, puis à quel point je pense que je peux refermer. Les chats, ça m'est déjà arrivé de vouloir prendre au punch, puis tout s'effrite. Puis que finalement, ben, j'essaie d'élever, me trouver un petit morceau d'os, prendre un boucher de rongeur, puis fermer. J'ai des affaires que j'ai faites, des fois, je regrettais quasiment d'être allée, là. Mais c'est avoir une réponse versus aggraver notre plaie, là, mais... Fait que les chats, souvent, ça finit... Ouais, je pense que les chats, je dirais que j'aime plus mon rongeur, puis les chiens, en général, je sors plus mon punch. À ça que j'y pense, là. Fait que je dirais, prenez le punch le plus gros, vous pensez pouvoir vous en tirer sans passer tout droit dans des structures selon la grosseur du patient. Mais en fait, les pathologistes, plus que vous leur en donnez, plus que vous avez de chance d'avoir un diagnostic. Puis, j'hésite pas aussi, si la masse est très grosse, j'en prends 2-3 si je suis capable. Puis, les punchs, en général, je pense qu'ils sont appréciés justement parce que ça écrase pas les tissus. Puis, on est capable de leur redonner la carotte. Là. Fait que moi, des wedges, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait là, au scalpel. Là, fait que ça va être vraiment mon rongeur, mon punch. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Ni de commentaires. Sinon, les petites masses que je peux dire, le mastocystome, ça est une autre tumeur de bouche qui est différent. Et lui aussi se comporte différemment dans la bouche qu'ailleurs. C'est-à-dire, lui, ça va être complètement l'inverse. Un mastocystome dans la bouche, c'est super agressif, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles. Alors qu'on sait que sur la peau, là, avec l'excision, on peut avoir des bons temps de survie, là, entre autres les Boston Terriers, me semble. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des tumeurs de peau. Ils ont des low grade, puis ils ont des bons temps de survie, là, mais dans la bouche, un masto, si jamais ça vous arrive, c'est quand même assez rare, mais si vous en trouvez un, là, c'est pas un bon pronostic du tout. Pour la profondeur de la biopsie, c'est quoi ta recommandation? Je sais que ce ne sera pas une question, ça doit varier, là, mais... Si je suis capable d'aller chercher de l'os, je vais y aller. Fait que dépendamment, si je suis au palais, évidemment, je ne veux pas passer bord en bord de mon palais parce que je ne veux pas me ramasser dans le nez puis lui créer une fistule oronasale. Mais si je suis dans le mandibule,
et que je suis capable d'éviter l'artère mandibulaire, je vais essayer de prendre de l'os. Pour maxillaire, si je suis vis-à-vis les arches dentaires, je vais essayer d'aller me prendre de l'os. J'essaie en général de prendre les deux, tissu mou et os. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Sinon, il y a toutes sortes d'autres choses qui sont possibles dans la bouche. Là. Fait que toutes les autres tumeurs, des fois, on voit des hémangiosarcomes dans la bouche. Il y a des vaisseaux sanguins dans la bouche, donc on peut avoir des tumeurs des vaisseaux sanguins. Des lymphomes dans la bouche, ça se peut. Des fois, ça se présente comme des anomalies des lèvres. Aussi, les lymphomes épithéliotropes peuvent se présenter sur la langue et les lèvres. Fait que ça aussi, ça arrive. Tu vois-tu des nouvelles tendances avec les nouveaux mix puis ou les races qui viennent d'ailleurs? Là, il y a de plus en plus d'imports Non, j'ai pas vu de tumeur vénérienne non plus, là, qui fait des masses dans la bouche, là. Mais non, j'ai pas eu ça. Puis, Ah, on a un commentaire ici. J'ai vu un commentaire ici. J'ai vu aujourd'hui un grand Danois de 8 ans avec une masse que j'aurais aimé envoyer, mais je n'arrive pas à le faire. On peut pas envoyer des attachements, mais est-ce que tu peux-tu la faire partager son écran? C'est pas panéliste ou ça va tout te... Ouais, non, ça, je pense pas qu'on réussisse à... Il faudrait que je... Mais au pire, envoyez-moi-le par courriel. Oui, je recommande d'envoyer par courriel, puis ça va être... parce que là, ça implique plusieurs, puis je pense que on a 8h05, là, on va étirer la sauce tard un peu. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu comme petit tumeur de bouche? Plasmostome, ça arrive une fois de temps en temps. Encore une fois, rien à voir avec le... comment ça s'appelle? L'affaire qui fait plein de petits trous dans les os, là. Les longs multiples, ouais. Les plasmostomes dans la bouche, ça se peut. En général, c'est pas trop méchant. C'est quoi les affaires que j'ai vues? Ça fait weird. Je peux aller voir dans ma liste. Je vais sûrement trouver des choses. Bon, ben moi, en attendant, je vais répéter que le prochain webinaire, c'est le lundi 13 juin en soirée. On va faire ça comme d'habitude à 19h et la thématique, ça va être sur les unités dentaires. Puis, l'invitation, je vais le mettre aussi dans les groupes des techniciennes. Donc, celles qui ont des techniciennes qui voudraient inviter, gênez-vous pas. Non, mais à part ceux que j'ai nommés, là, masto, lymphome, ce serait comme mes autres plus rares, mais pas impossible. Les autres, là, je veux dire, si vous avez ça, vous viendrez m'en parler, là, parce que si vous voyez ça une fois dans votre carrière, ça va être beau. Puis, ou même une fois dans la mienne, je pense. Masto, mauvaise nouvelle, puis lymphome, quand même, ça arrive une fois de temps en temps. Fait que là, ici, dans le chat, on a, pour résumer l'essentiel, on voit une masse, on recommande la biopsie. Si le propriétaire décline ou c'est encore trop invasif, on contrôle la douleur, est-ce qu'on donne des corticos? J'ai jamais essayé les corticos sur une masse. J'ai tendance à y aller avec des AINS. Il y a plein d'études, le piroxicam, meloxicam. En général, c'est celui que je choisis, mais c'est mon opinion et c'est pas basé sur, de quoi du scientifique qui a été prouvé, double placebo, etc. Là. Fait que j'ai tendance à y aller pour mes AINS, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée d'essayer des corticos. Okay. Puis les rongeurs, ça aussi, ça revient souvent à la question sur l'équipement. T'en as-tu un en particulier que t'aimes? Le mien, c'est un Syslac ou un BMT. En fait, à peu près tous mes instruments viennent soit de Syslac ou de Médicaltronic. Je suis pas mal sûre que c'est un BMT. Parce que, en général, BMT est moins cher. Fait que j'allais dans Syslac pour les outils dont je pouvais pas me passer. Puis je suis allée dans BMT pour tout le reste. Je pense pas que j'avais un rongeur dans Syslac auquel je tenais tant que ça. Fait que j'ai un rongeur, je peux vous envoyer ma super liste de matériel qui doit être la liste, le document. Je pense que j'ai envoyé plus souvent cette liste-là que des requêtes.
C'est fou. Euh, Je prends ma marche le soir, je reçois sur Messenger le nombre de fois, je peux prendre une photo de moi dans la forêt, Hélène qui envoie la liste de matériel. Et là, vraiment, c'est un best-seller, ça. ouais. Euh, Il est pas bien gros, mon rongeur. Je sais pas à quel point ça vient dans les grosses tailles, là, mais d'après moi, il y a comme un. Mes morts doivent être 4-5 mm. Là, c'est vraiment pour aller prendre des petites bouchées. Mais en général, mes biopsies, ils reviennent diagnostiques. Encore là, je les envoie à Cindy Bell. Moi, je les dis, si jamais vous en faites avec moi, je l'envoie aux États-Unis avec une pathologiste qui fait que la bouche, parce que j'ai jamais besoin d'un deuxième avis avec elle, parce qu'en général, quand on veut un deuxième avis, c'est à elle qu'on demande. Et puis, quand c'est des choses plus rares aussi, je me fie plus à son avis. C'est elle qui écrit les livres de pathos pour les pathos, fait que c'est pour ça. Mais là, on m'a dit dernièrement qu'elle prenait plus de nouveaux clients parce qu'elle est débordée, fait que... c'est ça qui est indiqué sur son site web. Ouais. Fait que si moi je la fais, ça va être Cindy Bell, puis si vous la faites, ben, c'est avec votre labo le plus proche. Les Sislac, il y avait quoi? Il y avait une question de... Est-ce que tu commandes directement ou via un distributeur pour les Ah, Sislac? les Sislac, je suis chez Sirona. Pardon? Sirona Animal Health. OK. D'ailleurs, y a-tu un congrès, y a-tu quelque chose dans dentisterie que tu recommandes pour l'équipement? Là? Les congrès ont recommencé. Ben, il y a toujours le forum de dentisterie qui est habituellement à l'automne. Je pense que d'ailleurs, j'ai reçu un courriel aujourd'hui qui l'annonçait. Mais ça, c'est une place cool cette année, c'est comme à Reno, où, tu sais, dans le désert, là, il va faire chaud. Ah oui! Ouais. Regardez. C'est pas mal. Si vous voulez magasiner, honnêtement, ça vaut quasiment la peine d'aller au forum juste pour ça, parce que vous allez avoir toutes les chaises, toutes les loupes, tous les instruments, tous les appareils à radio, toutes les tables, tout en même place, là, fait que ça facilite énormément. Puis les instruments, je peux pas le prôner assez, il faut les tenir dans nos mains et les choisir. Là. Choisir ça par catalogue, c'est l'enfer. Fait que BMT, l'avantage, c'est qu'ils sont à Laval. Puis parce que moi, quand j'ai fait des beaux yeux aux représentants, j'ai pu aller chez eux, puis il y avait disponible là, leur valise d'instruments, puis je les ai toutes regardées un par un avant de les choisir. Sislac, ça m'est déjà arrivé de demander des échantillons. Il m'avait envoyé, je pense, une dizaine de Davier, toutes de modèles différents. Je les avais essayés, puis je leur avais retourné. Et puis, j'avais donc commandé ceux que je voulais. Par contre, c'était à ce moment-là que je m'équipais. Fait que, j'ai commandé comme 15 000 $ de choc chez eux. Fait que, j'étais peut-être une cliente spéciale. Mais bref, au pire, essayez-vous, là. Ça sert peut-être... ça ne coûte rien de demander. Sinon, quand est-ce que c'est vraiment, on les voit? Ils viennent à la MVQ, ces choses-là? Hein? Moi, pour parler avec plusieurs représentants, je trouve ça vraiment difficile parce que, surtout là, tu sais, avec les... Bon, on a déconfiné, mais en clinique, vous êtes tellement occupés, gênez-vous pas. Il y en a plusieurs qui ont mis là, à la disposition des canaux de communication. Il y en a qui sont sur Messenger, fait que gênez-vous pas pour les texter si vous voulez de l'information. Vraiment, ça leur fait plaisir de pouvoir. Ils ont de la difficulté à entrer en contact avec les équipes vétérinaires. Pour les dates, pour le forum Veterinary Dental Forum, le prochain, c'est le 28 septembre au 1er octobre. C'est au Resort Peppermill à Reno, Nevada. Et l'année suivante, c'est Louisville, Kentucky. Et l'autre année, en 2024, c'était à Palm Springs, en Californie. Fait qu'il y a une année sur deux qui coule. Parce que moi, je suis allée à Indianapolis. Il n'y avait rien d'intéressant là. Là, je vais probablement rater celui de Reno. Fait que je vais peut-être sauter le Kentucky puis attendre celui de Palm Springs. Je vais à peu près une fois ou 2 ans. Mais oui, non, allez-y. Ouais, pour le matériel, sérieux, c'est génial. Là. C'est entre autres pour les doutes que je ne peux pas vous recommander assez d'acheter. Puis les compagnies d'instruments, là, il va y avoir, je ne sais pas, 10 représentants de marques différentes. Vous pouvez toutes les essayer, les tenir dans vos mains et regarder. C'est intéressant. Je regarde les statistiques. Là. Il y a 143 kiosques dans un congrès de dentisterie, 143 kiosques, c'est incroyable, là. Je veux dire, oui. Il y a, dans les généralistes, il y a, l'année passée, le dernier, là, oui, c'est ça, 2021, il y avait 256 généralistes, puis ils mettent généraliste practice manager ensemble.
versus des techniciens, il y en avait à peu près 300, puis des boards de diplomates 224. Fait que quand même, hein, c'est bon pour... c'est un mix de tout le monde. Puis, si jamais vous êtes intéressé à y aller, on ne peut pas s'en jaser, là, mais les conférences, il y en a beaucoup qui sont axées généralistes. Là. Allez pas là en pensant que c'est juste les dips qui ont quelque chose à apprendre. Là. Il y a vraiment... C'est quasiment plus, en fait, pour vous que pour nous. Fait qu'il y a vraiment plein d'affaires de base. Il y a plein d'affaires pour les techniciens. Normalement, il y a une conférence à l'heure qui est dédiée juste au tech. Puis il y a souvent des petites capsules aussi d'anesthésie, radio. Des conférences. Souvent, il y a une matinée complète, là, 4 heures d'anest avec des boardés. Fait que non, c'est quand même c'est un beau congrès. Le Early Bird pour s'inscrire là est jusqu'au 30 ou 31 juin. En tout cas, avant le 1er juillet, ça coûte pour les vétérinaires, practice managers, ça coûte 550. Puis après, à partir du 1er juillet, c'est 650. Pour les techniciens, c'est 325, après 375. Et puis, ouais, c'est ça. Clairement, c'est le logement qui va être dispendieux, non? Mais... Oui. Ben, le logement et le transport, oui, parce que c'est vraiment, oui, c'est ça. Puis ça donne 24 heures de... Mais c'est pour dire une grosse vingtaine d'heures de formation. Oui. Good. Bon, ben, on n'a plus de questions, on n'a plus de commentaires. Est-ce que tu as terminé? Oui, c'était pas mal les 4. Je vais parler des biopsies, là, fait que c'est fait. Super. Bon, hey, merci à tous. Ça a été vraiment, encore une fois, merci Josée d'organiser ça un peu par tout ça en sachant que tu as un horaire quand même assez chargé. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne continuation dans la belle saison qui commence. Oups, il y a quelque chose qui vient de Kathleen Batcher. Salut Kathleen. Ben, merci à tous. Faites attention à vous et on se revoit d'ici un mois. Merci. Bonne soirée.